bonjour à tous et à toutes. Je commence par me présenter en tant que les slides arrivent. Donc, je m'appelle Mathilde Malin, je suis doctorante au LESIA, donc à l'Observatoire de Paris. Et je vais vous parler donc plus de l'imagerie d'exoplanètes, donc ce qu'on appelle les méthodes directes, qui permettent de directement voir la planète, de la résoudre de son étoile, à l'inverse donc des méthodes de transit qui fait partie des méthodes indirectes. Alors l'imagerie d'exoplanètes, c'est un réel challenge. C'est une méthode qui a été pensée, qui paraît très intuitive, qui a été pensée depuis très longtemps, mais qui semblait très difficile à réaliser à cause de deux problèmes principaux. C'est que le rapport de luminosité entre l'étoile et la planète va être immense, donc de l'ordre de 10 puissance 6 à 10 puissance 9, voire même 10 puissance 10, on dit pour la Terre, et la séparation angulaire entre l'étoile et la planète est extrêmement petite, donc inférieure à 1 arc-seconde. Pour se rendre un petit peu compte, la Lune, le disque de la Lune qu'on voit dans le ciel, c'est 30 arcs-minutes, donc là on est inférieur à 1 arc-seconde, c'est extrêmement petit. Donc on a vraiment besoin de chercher à détecter des objets qui sont extrêmement faibles autour d'objets qui sont très lumineux, qui sont très brillants comme les étoiles. Donc l'analogie que j'aime bien montrer assez souvent, c'est comme si on cherchait à observer, à faire une image d'une bougie autour d'un phare, tout en étant situé à plus de 4000 km. Donc comme si on observait depuis Hawaï en étant en Californie. Voilà l'exemple ici directement. Donc pour pouvoir réussir à faire des images d'exoplanètes, on va s'intéresser à des objets particuliers. Donc pas des planètes tempérées, pas des rocheuses comme celles dont vous parlez à Ashreen juste avant. On va aller s'intéresser à des objets qui sont des planètes jeunes et géantes. C'est en fait les planètes que vous aviez à droite dans le diagramme que Ashreen vous a présenté tout au début, qui montrait la distribution de la masse en fonction de la période orbitale. Donc on est sur des planètes à très longue période, à plusieurs unités astronomiques, et qui vont être des planètes plutôt très massives, donc plutôt de l'ordre de la masse de Jupiter, voire bien au-dessus. Donc ces planètes jeunes et géantes vont être d'autant plus brillantes, beaucoup plus brillantes, plus chaudes, donc plus faciles à imager, parce qu'elles vont émettre plus de lumière thermique. Les planètes se forment selon deux scénarios principaux. Donc le premier scénario, c'est la méthode d'accrétion du gaz donc sur un cœur rocheux. Donc il y a d'abord des cœurs rocheux qui se forment dans le disque de poussière qui est autour de l'étoile après la formation de l'étoile. Et la seconde méthode de formation, c'est ce qu'on appelle par fragmentation du disque protoplanétaire. Donc il va y avoir des zones de surdensité qui se créent dans le disque et qui viennent former des planètes. Donc ces deux méthodes amènent à la formation de planètes très chaudes, de l'ordre d'une température de l'ordre de 1000 à 2000 Kelvin. Donc c'est comme ça qu'on arrive à avoir quelques images, les premières images d'exoplanètes, donc en s'intéressant à des systèmes qui ont quelques millions d'années. À l'inverse, le système solaire est de l'ordre de quelques milliards d'années, 3-4 milliards d'années. Donc là, on va vraiment aller voir des tout jeunes systèmes planétaires. Et c'est grâce à ça que dès le début des années 2000, on va avoir les premières détections enfin d'exoplanètes en imagerie. Donc les premières images ont été faites avec des instruments comme l'instrument SPHERE, ici au VLT, mais en réalité, les premières images étaient avec l'instrument NACO. Et grâce notamment aussi aux avancées de l'optique adaptative qui permet de corriger donc, ce qu'on appelle la déformation du front d'onde, donc de corriger les effets de l'atmosphère terrestre pour avoir des images limitées par la diffraction et donc avoir les premières images d'exoplanètes. La première image est celle que vous avez juste ici, qui est d'ailleurs celle qui était aussi dans la présentation d'Ashreen juste avant. Donc c'est la planète 2M1207b qui a été prise par Gaël Chauvin, donc dans l'équipe d'Anne-Marie Lagrange qui devait faire cette présentation à l'origine. Donc en 2004, là vous avez une planète qui a pu être résolue de son étoile parce que l'étoile au centre que vous voyez donc juste ici, c'est en réalité une naine brune. Donc une étoile assez peu lumineuse, assez froide. Et c'est pour ça que le contraste va être beaucoup plus faible entre la planète et l'étoile. On va avoir un contraste de l'ordre de 10 puissance 3, 10 puissance 4 qui a pu amener à cette détection. Et donc un système jeune, la planète est de l'ordre de 1600 Kelvin qui est quand même très très chaude. Et là, on a un objet donc, qui est à 55 unités astronomiques, donc c'est quand même énorme si on compare aux échelles du système solaire. Alors une autre méthode qui est assez essentielle pour permettre l'imagerie des exoplanètes, donc j'ai parlé de l'optique adaptative pour corriger les effets de l'atmosphère, ce dont on n'a pas forcément besoin dans l'espace, mais il y a aussi surtout la coronographie, donc ce qui n'était pas le cas sur l'image d'avant grâce au contraste qui était déjà assez faible entre l'étoile et la planète. Sinon pour la plupart des images qui ont été obtenues aujourd'hui, on a besoin d'utiliser la coronographie. La coronographie va permettre d'atténuer l'étoile de la lumière. Alors j'ai une petite animation, je ne sais pas si elle fonctionne. C'est la première image, il doit y avoir une petite animation. Donc, qui permet de montrer l'effet donc en cachant l'étoile, en mettant un masque devant l'étoile qui va permettre de faire apparaître en fait la luminosité de l'objet qui est beaucoup moins brillant à côté. La coronographie, ça a été inventé par Bernard Liot donc en 1930 à l'Observatoire de Meudon. Et dans un premier temps, ça avait été inventé dans l'objectif de reproduire une éclipse, ce qui servait pour observer la couronne du Soleil, la couronne solaire.
Donc Bernard Liu, en voulant reproduire ce phénomène d'éclipse, il a inventé donc son premier coronographe, qui est à l'observatoire de Meudon, pour pouvoir voir la couronne solaire même en dehors du temps des éclipses. Petit à petit, ces coronographes ont été adaptés donc, pour les étoiles. Donc, les premiers coronographes stellaires datent des années 1980. Et dans un premier temps, ils ont permis l'observation des disques qu'on a autour de ces jeunes étoiles, donc dans lesquelles se forment les planètes. D'abord les observations des disques, et petit à petit, avec l'amélioration des résultats, des instrumentations, des méthodes d'analyse, ça va mener aux premières observations aussi d'exoplanètes. Donc aujourd'hui, on a de plus en plus d'exoplanètes qui sont imagées. On en compte à peu près une vingtaine, selon les différents critères et différentes définitions des exoplanètes, puisque certains objets vont quand même être à très grande distance, certains vont être très massifs. Donc là, après, on a une certaine frontière qui est un peu plus floue entre la différence de définition entre une exoplanète, une naine brune. Parfois, on a certains objets qu'on n'est pas capable de très bien caractériser. Mais globalement, selon les critères qui sont les plus reconnus aujourd'hui, on va compter une vingtaine d'exoplanètes imagées. Une des plus connues, donc c'est la planète Beta Pictoris qui a été découverte par Anne-Marie. Donc là, on a un système qui a 20 millions d'années. Donc pareil, il y a une petite animation ici. Donc c'est une planète qui a été détectée en 2009. Et là, ce que vous voyez ici, c'est une accumulation de données. Donc ce sont des données sphères, donc du VLT. Et on voit avec l'accumulation des données donc, sur plusieurs années qu'on peut commencer à caractériser les orbites. Là, l'avantage, c'est qu'on a une planète qui a 9 unités astronomiques, donc c'est quand même assez proche de son étoile, donc ce qui permet de pouvoir un peu plus caractériser les orbites comparé à celles qui sont à beaucoup plus longue période, ou même avec plusieurs années d'observation, on contraint encore assez peu les orbites. Donc là, c'est une première chose qui peut commencer à être vue sur l'architecture des systèmes. Le système Beta Pictoris, c'est un des plus étudiés aujourd'hui, c'est notamment le système sur lequel il y a eu la première observation d'un disque en coronographie, donc il y a un énorme disque de débris, qu'on peut voir aussi sur certaines images. Et d'ailleurs, je l'ai vu que sur le portrait d'Anne-Marie qui était dans la salle à côté, on avait ces belles images de Beta Pictoris avec la planète et le disque. Donc, n'hésitez pas à aller voir aussi. Donc, c'est une planète de 10 masses de Jupiter aux alentours de 1600 Kelvin. Donc, de nouveau, une planète très, très chaude, une planète jeune. On peut voir d'autres types d'objets aussi. Donc là, vous avez la planète 51 Eris. Donc, c'est 51 Eris B. Donc, c'est une planète qui a été prise en photo par une équipe américaine, donc à l'instrument JPI, donc sur le télescope Gemini. Et là, ce qui est très intéressant, c'est cette planète, donc elle est assez proche de son étoile. Donc là, en arc seconde, c'est 0,5 arc seconde. Donc déjà, un vrai challenge de réussir à imager cette planète à une distance de 14 unités astronomiques. Pour vous donner un ordre de grandeur, Saturne, c'est environ 9-10 unités astronomiques. Donc là, voilà, on a des objets à peu près au niveau de l'orbite de Saturne. Et ce qui est très intéressant avec 51 Eris, c'est qu'on a une planète qui est beaucoup plus froide ici. Donc aux alentours de 600-750 Kelvin. Et à ces températures-là, on va vraiment pouvoir sonder une chimie complexe qui se forme dans l'atmosphère. Donc déjà avec ce premier spectre qui a été pris ici, donc des spectres à plutôt basse résolution, ouais, c'est bien celui-là, vous pouvez déjà voir des molécules donc comme l'eau ou le méthane qui peut être identifié. Pour identifier des molécules dans ces spectres qui sont justement à basse résolution, on va les comparer avec différents objets et notamment on les compare avec des naines brunes de champ qui ont des températures assez similaires mais qui n'ont pas d'étoiles, qui ne sont pas autour d'étoiles. Donc en comparant ces différentes atmosphères d'objets, ces différents objets, on compare leurs atmosphères et on peut comparer leur composition. Les deux modèles que vous avez ici, donc on a un modèle en jaune d'une naine brune de type similaire qui présente l'absorption du méthane aussi. Et ce que vous avez en violet ici, c'est un spectre modèle d'atmosphère de 2M1207b, la première planète imagée, donc un objet beaucoup plus chaud qui ne va pas du tout avoir les mêmes propriétés atmosphériques. Et en plus de ça, donc 51 Eris, c'est une planète beaucoup plus petite que les autres qui avaient été détectées auparavant. Donc c'est une planète de l'ordre de 2 masses de Jupiter, donc qui a été prise en 2015, contrairement à ce qui est écrit ici. Un autre résultat très intéressant, donc de nouveau avec Sphère au VLT, c'est la découverte de ces protoplanètes, donc PDS 70b et C. Donc, ce qui est intéressant ici, donc on a des planètes de 2 à 17 masses de Jupiter, la B est à 22 unités astronomiques, et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des planètes en formation. Donc elles sont détectées dans leur disque. Donc on a la B qui est juste ici, et la C qui n'est pas visible sur cette image-là, mais qui est située par ici. Elles ont notamment été détectées en H-alpha, donc en fait on va pouvoir mesurer leur signature d'accrétion, ce qui nous prouve que sur ces jeunes planètes, on va avoir directement la détection de l'accrétion de la matière autour de ces planètes qui sont en train de se former. Notamment, très récemment, ça a été montré qu'autour de la planète C, donc celle qui est assez peu visible ici, on va avoir un disque circumplanétaire autour de la planète dans lequel elle accrète tout son gaz pendant qu'elle est en train de se former. Donc là, cette fois, on a un système qui est beaucoup plus jeune, aux alentours de 5 millions d'années, alors que les deux autres systèmes ici sont plutôt estimés aux alentours de 20 millions d'années.
Donc là, pareil, on observe donc quelques points photométriques qui ont été prises pour cette planète-là, donc là sur la baie, et on compare avec des modèles. Donc là, c'est des comparaisons avec différents modèles d'atmosphère. Vous retrouvez notamment le modèle EXOREM qui est développé au LESIA, où on va pouvoir comparer donc directement les atmosphères en essayant de voir quel modèle va mieux correspondre à ces quelques points photométriques. Et là, on voit assez rapidement les premières limitations, c'est que sur ces 3 points ici, on peut faire passer tout un ensemble de modèles avec des propriétés très différentes. Donc on va avoir besoin d'une meilleure résolution spectrale pour un peu mieux contraindre les atmosphères. Et surtout, on est toujours limité, donc en longueur d'onde, on ne va pas avoir de données au-dessus de 5 microns. On en a déjà parlé, mais c'est là où on va avoir vraiment un intérêt aussi pour les observations en infrarouge moyen. Donc l'infrarouge moyen, ça va vraiment nous ouvrir une nouvelle fenêtre d'observation pour bien mieux comprendre les atmosphères et donc la formation de tous ces systèmes. Donc pour vous montrer ici, vous avez le flux de différents objets en fonction de la longueur d'onde. Donc ce qu'on va retrouver en visible, en infrarouge très proche, ça va être le flux réfléchi de l'étoile par la planète, alors qu'en infrarouge moyen, infrarouge proche, infrarouge moyen, on va pouvoir aller s'intéresser au flux thermique directement émis de la planète. Et vous voyez directement le contraste ici entre 1 et 10 microns, qui va être vraiment réduit, donc ça va nous permettre d'atteindre aussi beaucoup plus d'objets qu'on va pouvoir observer. Donc là, vous aviez la planète Beta Pictoris B à 1700 K, mais on va aussi pouvoir s'intéresser à des objets beaucoup plus froids, comme la planète ici GJ504b, dont j'en reparlerai un petit peu après, qui est aux alentours de 500 Kelvin. Donc d'observer en infrarouge moyen, ça permet d'avoir une réduction du contraste entre l'étoile et la planète. Ça permet aussi d'avoir directement accès à l'émission donc de ces planètes jeunes et géantes. On a une grande complémentarité avec les données en infrarouge proche et les données en infrarouge moyen. Le fait d'avoir l'ensemble d'un plus grand domaine de longueur d'onde, d'avoir des données en infrarouge proche et moyen, ça permet de bien mieux contraindre plein de choses sur l'atmosphère, comme par exemple la structure atmosphérique des atmosphères. Donc ces profils de température, donc en fonction de l'altitude, on va bien mieux les contraindre si on a un plus grand domaine de longueur d'onde. Et notamment l'infrarouge moyen qui apporte énormément d'informations très intéressantes pour mieux contraindre ces profils. L'infrarouge moyen, donc aussi pour les exoplanètes imagées, va donner accès à énormément d'espèces moléculaires, donc de l'eau, du CO, du CO2, du méthane, etc. et plein d'autres encore. Et toutes ces espèces moléculaires vont être très intéressantes pour être liées directement à la formation planétaire. À partir de ces différentes espèces dont on peut avoir accès en même temps, on va pouvoir dériver des rapports d'abondance, et notamment le rapport C sur O qui a été montré il y a déjà plusieurs années être un très bon traceur de la formation planétaire. Donc en fonction des différentes valeurs de ce C sur O, ça a été montré récemment que ça marchait aussi bien avec le N sur O, on va pouvoir savoir où la planète s'est formée, à quelle distance dans son disque, et comment elle a évolué, est-ce qu'elle a migré vers l'avant de l'étoile ou non, et comment l'atmosphère a évolué au fur et à mesure des années d'évolution de la planète. Donc ça peut être directement lié à la formation planétaire. Ok, donc je passe maintenant au James Webb Space Telescope. Donc à 4 instruments, on en a déjà parlé, et en ce qui concerne l'imagerie d'exoplanètes, il y a 2 instruments, donc NIRCam et MIRI, qui vont principalement être très intéressants pour l'imagerie d'exoplanètes. Donc les deux ont des coronographes, mais je vais quand même m'intéresser plus à l'instrument MIRI, sur lequel je travaille aussi. Donc un domaine spectral de 5 à 28 microns, donc en infrarouge moyen, qui a plusieurs modes d'observation, donc de l'imagerie, de la coronographie, de la spectro-imagerie à moyenne résolution, et aussi le LRS, la spectroscopie à basse résolution, merci, qui va être plus utilisée pour observer les planètes en transit. Donc l'imageur, vous pouvez le voir ici, avec sa roue à filtre, donc pour avoir différents filtres à différentes longueurs d'onde, et le spectro-imageur qui est ici, qui va permettre d'avoir à la fois de l'imagerie et de la spectroscopie à moyenne résolution. Et je vous parlais un petit peu de ces deux modes-là, mais je vais commencer avec la coronographie. Donc les coronographes de MIRI, il y en a 4, donc 3 coronos qui s'appellent des masques de phase à 4 cadrans, donc ce sont les coronographes de Daniel, qui sont couplés donc avec des filtres, et on a aussi un coronographe de LUO, donc de la même manière que ceux qui ont été inventés par LUO dans les années 1930. Donc le coronographe de LUO est juste ici, vous voyez que c'est réellement un masque physique ici, donc à 23 microns, et les 3 masques, donc les 4 cadrans ici qu'on a à 10, 11 et 15 microns. Et ici, ce que vous voyez sont les diaphragmes de LUO qui permettent aussi de cacher les résidus de la lumière de l'étoile. Et donc là, vous avez l'équivalent des filtres, donc vous voyez que le 23 microns est beaucoup plus large que les 3 autres. Donc ça a mené aux premières observations d'exoplanètes. Donc la première exoplanète observée en infrarouge moyen, la première observée en imagerie avec James Webb. Donc il s'agit de HIP 65426b, donc à une masse de 7 masses de Jupiter, qui a une séparation donc assez grande de 87 unités astronomiques,
et une température de 1500 Kelvin. Donc là, en fait, il s'agit de la première planète qui a été imagée par SPHERE ici, donc en 2017. Donc là, vous voyez les résultats SPHERE. Et pour comparaison, les résultats avec James Webb. Donc les deux premières images, ce sont les résultats avec NIRCam et les deux autres avec MIRI, avec les coronographes à 4 cadrans. Les images avec NIRCam ici, donc c'est pas du tout les mêmes types de coronographes. Aujourd'hui, il existe vraiment une diversité des coronographes qui peuvent être adaptés à différents instruments ou différents types d'observations. Et les coronographes ici, donc de NIRCam, sont des coronographes bar. Donc c'est pour ça que vous avez cette forme qui a été nommée d'ailleurs en forme de hamburger ici pour la planète, avec les deux petits morceaux sur le côté. MIRI, on n'a pas du tout la même forme ici, donc c'est de nouveau dû aux formes de coronographes et on voit parfaitement bien la planète ici à 11 et à 10 microns. Donc grâce à ça, grâce à ces images, ici on va pouvoir extraire une quantité de flux, un flux photométrique pour la planète qui va permettre de contraindre les atmosphères. Donc là sur HIP 65426, vous avez ici les données qui ont été prises sur le sol, donc dans les années 2017-2018 par l'instrument SPHERE. Vous avez aussi quelques points ici pris avec NACO. Et on ajoute maintenant les données James Webb. Donc vous avez les points ici, donc en orange, donc de NIRCam, et également ceux de MIRI ici. Donc là, vous voyez une différence entre NACO et James Webb. Il n'y a pas une erreur ici, enfin il n'y a pas une erreur due aux données NACO, c'est une erreur de calibration, puisque ce sont les premiers résultats qui sont sortis il y a déjà quelques mois. Et il y a eu petit à petit des rectifications qui ont été faites. Et bon, les données NACO sont correctes. Ce sont les données James Webb qui n'ont été pas parfaitement calibrées sur ces premiers résultats, ces premières données qui étaient sorties. Et là, vous voyez que ça va apporter énormément d'informations et qu'on va pouvoir notamment contraindre aussi cette pente au niveau du spectre en ayant donc ces données à 10 et à 15 microns. Donc on va pouvoir avoir des contraintes en plus sur la température de l'objet. Donc ce modèle est probablement pas parfaitement le bon et devra être rectifié dans des prochaines analyses, évidemment. Et c'est vrai que j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure aussi, mais en fait l'intérêt d'avoir ce point à 11 microns, alors c'est pas le cas dans cette planète-là, mais ce sera le cas sur d'autres planètes, on a aussi un coronographe à 10 microns. Donc l'intérêt d'en avoir un à 10 et un à 11, ça va être de contraindre l'ammoniac. L'ammoniac a une bande d'absorption à 10 microns et en ayant les deux, on va pouvoir faire ce qu'on appelle de l'imagerie spectro avec des bandes spectro, dual bandes spectro. Ah pardon, oui j'avance, qui permet donc de contraindre l'abondance aussi de certains éléments. Ok, il faut que j'accélère un petit peu. Donc je passe à des nouveaux résultats. Donc ça c'est le système HR8799, donc un système multiplanétaire ici, donc un peu en analogie à un jeune système solaire, donc avec 4 planètes géantes. Et là vous avez résultat donc d'une simulation coronographique qui a été faite par Anthony Boccaletti. Et ici vous avez une de mes simulations donc avec le spectro-imageur, donc on peut voir en fait le champ ici et dans chaque pixel on va avoir un spectre. Et en faisant des corrélations avec des modèles, on peut ressortir les signatures de la planète et de certaines molécules, comme c'est le cas ici avec l'eau et le CO. Il permet de ressortir certaines molécules, même si on n'a pas de coronographe sur cet instrument. Et voilà ce qu'on a en coronographie. Et maintenant, je vais vous montrer donc, les vrais résultats qu'on a obtenus en novembre. Donc voici ce qu'on a obtenu. Donc on retrouve bien les 3 planètes détectées comme attendu, mais en plus de ça, on a eu la planète E qui a été très bien détectée, contrairement à ce qui était attendu, et ça c'est juste parce qu'avec le décalage du lancement du James Webb, la planète E avait un peu monté sur son orbite, et donc elle est passée en dehors des barres du corono et a pu être observée aussi. Donc là c'est des résultats beaucoup plus récents de HR8799 qui montrent que la planète E est un peu plus haute, et aujourd'hui les orbites sont quand même assez bien contraintes grâce à une accumulation de données sur plusieurs années. En termes de surprise, de découverte un peu plus inattendue, on a ce disque ici, donc le disque interne aux quatre planètes, comme un peu le disque de débris, enfin la ceinture d'astéroïdes qu'on a entre Mars et Jupiter. On trouve aussi un disque qui est très visible ici à 15 microns, donc ça c'était un peu plus inattendu. On a aussi un objet là, où on s'est posé beaucoup de questions pour essayer de comprendre sa nature. Il se trouve que ce serait une galaxie de background, donc une galaxie en arrière-plan, mais ça nous a quand même posé beaucoup de questions pour comprendre d'où venait ce point qui est très légèrement visible à 10 et à 11 microns, mais qui est surtout très brillant à 15 microns. Donc les 4 planètes sont visibles, on a des caractéristiques inattendues et c'est encore un travail en cours pour essayer de mieux contraindre les atmosphères donc, de ces planètes. Donc on a plusieurs cibles qui arrivent très prochainement, dont certaines qui sont arrivées très récemment aussi, qui vont être observées avec James Webb et sur lesquelles on va travailler aussi donc, en coronographie, donc HD 106-906. On va s'intéresser à la fois à l'observation, à l'image du disque et de la planète. GJ 504, donc je vous ai parlé tout à l'heure, donc une planète beaucoup plus froide, autour de 500 Kelvin, donc on va chercher à observer aussi. Et la dernière, donc HD 95, dont on a reçu les résultats jeudi soir. Donc on commence à analyser tout doucement.
En ce qui concerne le MRS, donc le spectro à moyenne résolution, donc je vous ai montré un résultat tout à l'heure de mes simulations qui montre qu'on peut détecter des molécules dans les atmosphères des exoplanètes. Mais si on s'intéresse à un objet particulier avec le MRS, on peut aussi extraire des spectres d'excellente qualité. Donc là, c'est VHS 1256, donc un compagnon très massif, donc un peu plus dans le domaine des naines brunes que des exoplanètes, et qui est surtout très loin de son étoile. Donc ce qui permet de vraiment pouvoir l'isoler et l'observer très bien avec le MRS. Donc le spectromètre à moyenne résolution, et d'en extraire un spectre, donc c'est bien uniquement un spectre tout ça. Donc le MRS, c'est le même type de spectre que ce dont vous montrait Pierre-Olivier tout à l'heure, avec l'ensemble de tout ce qu'on pouvait voir dessus. Et ça a permis d'identifier énormément de molécules, mais aussi d'identifier surtout cette bande de silicates qui prouve la présence de nuages dans l'atmosphère de cet objet. Donc il y a un compagnon aussi de masse planétaire, même s'il est très massif. Mais là, on a une preuve directe qu'on a des nuages dans l'atmosphère de cette planète. Et je vais terminer avec ce résultat-là, donc sur l'imagerie au contraste. Donc la planète 2M1207, qui est la première imagée, a aussi été observée avec le MRS. Donc ce sont des résultats très préliminaires, juste pour vous montrer un peu tout ce qu'on peut faire avec la diversité de ces instruments et toutes les possibilités qui peuvent être faites. Donc là, vous avez un résultat avec le MRS de cet objet. Donc on voit la planète ici qui est très peu visible. On a une résolution spatiale qui est plus faible qu'au sol. Mais on a quand même cet objet ici. Et en fait, à partir de ce type de données, on va pouvoir développer aussi énormément de nouvelles méthodes d'analyse qui vont nous permettre d'extraire les spectres, donc à la fois de l'étoile haute, mais aussi du compagnon, et de contraindre les propriétés atmosphériques des deux objets en même temps. Et donc des nouvelles méthodes sont constamment en train d'être développées, des méthodes d'analyse, de traitement d'images, de traitement des spectres pour pouvoir retirer un maximum d'informations de ces données. Et donc pour conclure, le JWST nous apporte de nouvelles capacités de détection et de apporter énormément d'informations qui nous permettent de caractériser les atmosphères d'exoplanètes. Les performances sont meilleures qu'attendues. On a des détections qui correspondent à nos simulations, qui correspondent à ce qu'on attendait, mais aussi énormément de détections de résultats qui étaient complètement inattendus. Ashrey nous en a montré aussi tout à l'heure concernant le SO2 et le CO2 qui était pour le coup lui prévu. Ça permet de sonder différents types d'exoplanètes, puisqu'on a une diversité des instruments, des modes d'observation. Donc on peut à la fois observer des planètes en transit, en imagerie, mais voilà, faire toute une diversité de méthodes pour pouvoir observer toutes ces planètes. Et on peut détecter des molécules qui n'avaient jamais été détectées auparavant, grâce à cet accès nouveau à l'infrarouge moyen et à la grande sensibilité de l'instrument. Merci à vous. Deux petites questions. La première, c'est comment expliquer l'aspect hamburger des planètes de première image web. Et la deuxième question, c'est quand on regarde un spectre pour détecter une substance ou une autre, on détecte des creux ou des pics. Et sur le dernier spectre que vous avez montré, le grand spectre de JWST, on ne voit pas de creux ou de bosse alors que vous avez signalé l'eau, telle matière ou telle matière. Voilà. Ouais, alors sur la première question, je ne suis pas une spécialiste de NIRCam, je n'ai pas travaillé avec l'instrument NIRCam. Ce que je peux vous indiquer, c'est que c'est des coronographes en forme de barre, et qu'à partir de ces masques en forme de barre, on va avoir tout l'optique, tout le chemin optique, qui fait qu'on va avoir une forme un peu déformée de cette tache de PSF de la planète, de ce qu'on appelle la tache d'Erid de la planète, qui va être déformée. Oui, c'est ça. C'est un effet instrumental dû au masque qui est en forme de barre. Et votre deuxième question, c'était sur le spectre. Ouais, je pense que c'est parce que c'est pas assez précis sur l'image que je vous ai montrée, mais on a bien des effets de creux qu'on voit sur le spectre d'absorption de ces différentes molécules. Ah, les couleurs qui étaient directement mises sur le spectre. Alors les différentes couleurs proviennent des différents canaux spectraux en fait de l'instrument. C'est pour ça qu'il y en avait 12 de couleurs différentes. Alors il y en avait peut-être 9 ici, parce que le dernier avait été combiné. C'est les 9 canaux spectraux de l'instrument. C'est ça. Donc en fait, on a 2 détecteurs et on peut observer différentes parties qu'on observe aussi de manière indépendante. On n'observe pas tout le domaine de longueur d'onde en une seule observation. En réalité, il faut 3 observations qui observent avec à chaque fois les détecteurs. Et du coup, en fait, on a 3 observations avec les 4 channels spectrales qui permet du coup d'avoir à la fin 12 channels spectrales. Et là, il y en avait 9 de représentés. C'est pour ça. C'était ça les couleurs. Donc, sur les spectres des atmosphères, on détecte facilement, on différencie les éléments chimiques, c'est clair. Alors, une petite première question.
Vous avez parlé de silicates, vous avez parlé de nuages. Normalement, les silicates, on ne voit pas dans les nuages. Ou alors sur Terre, c'est les volcans qui peuvent effectivement émettre. Bon, voilà, un commentaire. Et ma deuxième question, est-ce que, en plus, effectivement, la détermination des éléments chimiques, est-ce qu'on peut remonter à la pression des gaz, à la concentration? Est-ce que par rapport, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste de spectroscopie, mais par rapport aux hauteurs des pics, etc. Voilà, mes deux questions. Ouais, alors concernant les silicates, c'est parce qu'on a des types de planètes qui sont très différentes des types terrestres. Donc c'est des choses qui ont été prédites par les modèles, qu'on pouvait retrouver des nuages de silicates à ces températures-là, à différentes, en fonction de où on sonde dans l'atmosphère. Donc ça, c'est prédit par les modèles théoriques que sur ces types de planètes, on peut avoir des nuages de silicates. En observant en infrarouge, on va observer différents types de nuages que ce qu'on avait déjà aussi auparavant, ce qui avait pu être détecté avec HST Hospiter. Et j'ai oublié votre deuxième question. Oui, alors ça c'est pareil. En fait, on fait des méthodes d'inversion des spectres, on récupère des spectres et on va les comparer avec des modèles, inverser les spectres pour essayer de retrouver quel type d'abondance de chaque molécule va nous permettre de reproduire au mieux le spectre à partir donc de différents modèles. Donc c'est voilà, des méthodes d'inversion, des méthodes statistiques plus ou moins qui permettent de contraindre au mieux en fait et trouver à chaque fois le modèle qui va le mieux correspondre à nos spectres de données. Donc on peut contraindre des abondances chimiques. Ça a été énormément contraint pour l'eau, il me semble. En imagerie, on a contraint très peu d'autres molécules, mais ça arrive de plus en plus, grâce notamment à des spectres à plus haute résolution. Alors la pression, c'est les profils de pression qui vont être contraints. On va pouvoir contraindre les profils de pression en fonction de la température. Voilà, qui est beaucoup mieux contraint d'ailleurs en ajoutant les données MIRI avec des données en infrarouge proche. Le pointé est très précis, donc il faut attendre que ça stabilise quand on doit aller voir une étoile, il faut anticiper une planète, enfin il faut anticiper ça. Ouais. Du coup, en fait, pour faire une image d'exoplanète, on a absolument besoin que l'étoile soit parfaitement au milieu du masque de Coronaux. Donc il y a des méthodes de ce qu'on appelle de target acquisition. On cible une première fois l'étoile, puis on recible bien l'étoile en se rapprochant pour ensuite placer l'étoile parfaitement au milieu du Coronaux, ce qui nous permet donc de pouvoir voir tout ce qui est autour. Et ça, c'est la stabilité de précision de James Webb qui nous permet d'avoir des mesures très précises aussi pour pouvoir voir la planète. Alors là, je renvoie la question à Pierre-Olivier. Sur l'aspect technique, je te laisse la parole sur l'aspect technique. Mais la question, c'était quoi la question? Ah non, enfin, quand on passe d'une cible à l'autre, c'est tout le télescope, évidemment. Oui, qui bouge. C'est pas. Et après, quand on suit, parce qu'on a quand même une étoile guide, donc ça suit un peu. Et là, il y a un miroir qui permet de faire des tout petites ajustements. Merci.